Après la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni, la France pourrait adopter la reconnaissance faciale dans le cadre d'un service public. L'application gouvernementale surnommée Alicem vise à simplifier les démarches administratives dans un cadre sécurisé et sans risque d'usurpation d'identité. Mais cette initiative, qui est toujours en phase de test, fait polémique parce qu'elle est placée, selon certains, sur le terrain glissant de la surveillance généralisée. Alors, la reconnaissance faciale est-elle un avatar de Big Brother, le meilleur moyen de simplifier notre vie? Avant d'en parler avec notre invité, quelques explications de Christine Honrado et Yoann Faure. La France lance un programme d'identification à l'échelle nationale nommé Alicem, comme authentification en ligne certifiée sur mobile. L'objectif, vous ouvrir les portes de plus de 500 services publics en ligne en remplaçant votre traditionnel mot de passe par un système de reconnaissance faciale sur smartphone. Mais alors comment ça marche? Pour utiliser Alicem, il faut posséder un passeport biométrique ou un titre de séjour délivré après mai 2012, mais aussi un téléphone doté d'une puce NFC, à l'exclusion des iPhones pour le moment. Comment s'enregistrer? Il faudra télécharger l'application sur son smartphone, créer un compte, scanner son passeport biométrique, puis prendre son visage en photo sous plusieurs angles, sans oublier de sourire, cligner des yeux ou de tourner la tête. Au total, pas moins de 12 points de mesure vont être effectués et enregistrés. Ces données seront ensuite comparées à la photo de votre passeport pour s'assurer de votre identité. Une fois l'enregistrement effectué, votre visage sera instantanément reconnu par l'application et vous pourrez désormais vous connecter au site des services publics en quelques secondes à peine. Aucune date officielle de déploiement massif n'est connue à ce jour, mais l'initiative inquiète et fait déjà polémique. Alors, faut-il voir la reconnaissance faciale d'un mauvais œil? A-t-on de bonnes raisons de s'inquiéter? Eh bien, on va poser la question à Fabrice Epelboin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes entrepreneur, spécialiste des médias sociaux. D'abord, comment est-ce que ça fonctionne exactement, cette reconnaissance faciale? On l'a vu avec des points sur le visage, c'est ça? Il y a différentes technologies pour reconnaître un visage. Celle d'Alicem est assez similaire à celle que vous connaissez sans doute sur votre iPhone. Ça consiste à scanner votre visage aussi bien en 2D, sur format photo, qu'en 3D, parce que votre iPhone est capable de faire cela, de façon à le reconnaître quand il revoit à nouveau. C'est vraiment quelque chose d'assez courant. C'est un peu comme une empreinte digitale, en fait. C'est tout à fait l'équivalent d'une empreinte digitale. On pense au passeport biométrique. Quelle va être la différence avec un passeport biométrique, par exemple? Le passeport biométrique, aujourd'hui, il a certaines de vos données biométriques, comme typiquement votre photo en 2D, mais il a aussi la capacité, avec une puce, de communiquer avec autre chose. C'est d'ailleurs un des éléments du dispositif Alicem qui va vous permettre de connecter votre visage tel que perçu par l'application Alicem sur votre mobile, et puis la réalité d'une identité certifiée par l'État qui, elle, sera donnée par votre passeport, qui donnera également une photo qui permettra au logiciel de bien comparer que c'est bien vous en train de regarder votre téléphone. Donc ça veut dire que ça va encore plus loin, ce système. Ça permet, par exemple, de reconnaître des gens dans une foule. C'est possible, ça? Alors, ce n'est pas forcément ce dispositif technique-là qu'on va utiliser pour reconnaître les gens dans les foules. Là, il faut s'attarder sur le dispositif législatif qui va accompagner Alicem, qui, lui, va rendre cet univers possible et qui va l'entériner dès l'année prochaine. Le dispositif technique Alicem, lui, est plus adapté à reconnaître quelqu'un face à un téléphone ou un ordinateur. Dans la foule, vous n'allez pas scanner en 3D une personne qui est perdue au milieu de la foule. On utilisera d'autres technologies pour ça, mais elles seront englobées par la même loi. Et c'est possible. C'est absolument possible. Ça existe et ça fonctionne. Ça existe depuis belle lurette. Ça fait au moins 10 ans que ces technologies sont déjà utilisées à droite à gauche. Si vous regardez, évidemment, on a tous entendu parler de la Chine, mais si vous regardez une ville comme Chicago, qui n'est pas vraiment située dans une affreuse dictature, c'est en usage courant dans toute la ville. D'accord. Et sur... Vas-y. Ça veut dire que demain, on peut se retrouver dans une manifestation, par exemple, et que notre visage soit scanné, repéré, et derrière être éventuellement sanctionné tout à fait. sur notre comportement. Tout à fait. Mais ceci dit, on peut faire ça dès aujourd'hui et déjà hier, avec ne serait-ce que le bornage de votre cellule GSM, parce que vous avez un téléphone dans la poche si vous allez dans une manifestation. Donc il n'y a rien de bien nouveau. C'est sûr qu'on va vers ce monde-là où, très concrètement, si vous jetez votre mégot dans la rue ou vous ne traversez pas dans les clous, vous aurez à terme une caméra qui sera capable de vous identifier et de vous envoyer une contravention. De la même façon que si vous faites un excès de vitesse sur la route, on scanne votre plaque d'immatriculation et on vous envoie une contravention. Mais c'est vrai que oui, mais on en a conscience sur la route, mais peut-être moins dans d'autres situations. On est rigoureusement dans la même situation. Aujourd'hui, on a tous conscience que sur la route, au moindre excès de vitesse, on risque d'avoir une amende. Demain, ça sera dans l'espace public, au sens le plus large possible. Tu voulais dire quelque chose, Gérard? Parce que non seulement ça va te reconnaître, ton image va être reconnue, mais dans ce système
il y a une alliance, si je puis dire, avec la photo biométrique du passeport, immédiatement, on aura ton état civil complet. On saura que c'est M. Thomaïste qui était à tel endroit, à tel moment. C'est ce qui dérange d'ailleurs la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Alors la CNIL, elle a mis des réserves, elle a encore publié un avis la semaine dernière. Premièrement, elle veut qu'il y ait ce qu'on appelle une proportionnalité entre les avantages que ça apporte, par exemple la répression d'infractions, et les inconvénients. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'inconvénients que d'avantages. Ensuite, elle veut qu'il y ait une part de volontariat. Par exemple, elle avait accepté à Nice ce système qui avait été mis en place par le carnaval parce que ce n'était pas obligatoire. On pouvait soit s'inscrire comme cela, soit s'inscrire de façon classique. Et par contre, ça a été refusé dans certains lycées qui voulaient adapter ce système pour l'entrée des élèves, parce que là, c'était général. Et la CNIL dit aucune raison qu'on prenne la on peut pas l'imposer, les élèves, on ne peut pas l'imposer. La deuxième chose, elle se pose la question du stockage des données. Alors, combien d'années on saura que tu es passé dans telle rue à telle heure? Et puis, troisième chose, mais c'est toujours ça la politique de la CNIL, comment on protège la vie privée en évitant, un, que l'image soit utilisée autrement, deux, de croiser avec d'autres systèmes d'identification. Le gouvernement, il tient compte des remarques de la CNIL? Non, pas du tout. La CNIL avait émis un avis. Ça le mérite d'être clair. Il y a de ça à peu près un an, en demandant au gouvernement de lancer un débat public de façon à ce que la population puisse prendre conscience du changement radical, que dans le rapport avec l'État, c'est un changement radical. C'est un changement de paradigme complet. À partir du moment où vous n'êtes plus dans votre domicile privé, vous êtes sous le regard de l'État et sous le regard de l'État de droit, et donc ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Vraiment pas. Ce qui n'est pas la tradition française. Ce qui n'est pas la tradition française. Et on sait qu'il y a des effets de bord. Il suffit de voir l'impact sur la société française du passage à 80 km/h comme limite de vitesse et les conséquences sur les radars pour voir qu'il y a des effets de bord qui sont considérables. Donc on est en train de jouer avec le feu et la société dans le but de construire un système qui, lui, servira à la régulation sociale. Il ne faut pas perdre de vue que la reconnaissance faciale, ça s'inscrit dans un long projet qui s'appelle INDECT, qui est un projet de recherche publique qui a maintenant une dizaine d'années, dont le but est de connecter toutes les caméras de surveillance qui existent sur le territoire européen de façon à assurer l'ordre social et assurer une stabilité sociale. C'est clairement l'objectif de ce dispositif. Et c'est quelque chose qui avance depuis 10 ans et qui se sophistique. Et évidemment, la reconnaissance faciale est un moment clé dans cette intrusion de la technologie dans nos vies. Ce sont des petites pierres qui s'ajoutent les unes aux autres, c'est ce que vous dites. Et Gérard nous dit, oui, la CNIL dit, attention, il faut qu'il y ait une alternative possible, il ne faut pas que ce soit obligatoire. Le problème, c'est qu'on a l'impression que tout nous pousse vers ces systèmes-là et qu'au final, ça devient naturellement obligatoire. C'est certain que si je vous propose soit de scanner votre visage, soit d'aller dans une procédure administrative excessivement longue pour avoir accès à je ne sais quelle pièce, vous allez très facilement aller vers la facilité. Si vous prenez souvent l'avion, vous êtes forcément client du système Paraf qui vous permet de ne pas faire la queue aux douanes, mais d'aller directement dans cette petite boîte qui vous scanne automatiquement. C'est très pratique. Personne ne réfléchit aux conséquences sociales que peuvent avoir ces dispositifs-là parce qu'on choisit la facilité et que personne n'aime faire 1 heure de queue à la douane. Et que si on veut que les gens y aillent encore plus, il suffit de réduire le nombre de personnes derrière les guichets, comme ça on se sentira tous obligés d'y aller. C'est précisément ce qui se passe aux douanes. On se dit quand même que... ça peut être très inquiétant, ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a des dérives possibles? Quelles dérives possibles peut-on craindre? Je crois qu'on peut regarder d'un côté vers la Chine et de l'autre côté vers les États-Unis, en se disant que le concept de notation sociale qui est propre à la Chine, où je vous le rappelle, si vous faites une quelconque infraction qui ne va pas dans le sens de l'État, vous avez des points au moins qui vous donnent plus ou moins accès à certaines libertés fondamentales, qui sont toutes relatives en Chine, comme le droit de se déplacer, comme l'accès au crédit, comme l'accès à l'éducation. Toutes ces choses-là seront à terme en Chine contingentées par votre bienveillance vis-à-vis de l'État, on va dire, qui est surveillé 24 heures sur 24. Et puis, dans le monde occidental, on va plus vers un modèle américain où la sanction va plutôt être sur votre porte-monnaie. C'est, encore une fois, ce que vous connaissez déjà avec votre voiture sur une autoroute. Si vous ne respectez pas la loi sur une autoroute, vous allez avoir une contravention, ça va vous atteindre au portefeuille. Mais il y a quand même des lois, un cadre pour nous protéger de ces dérives possibles. La surveillance installée en France d'un point de vue légal depuis bien longtemps, les premières briques, c'est la loi Hadopi. Ça a déjà plus de 10 ans. Donc, vous avez déjà tout un dispositif légal en France qui légalise cette surveillance. Et puis, vous avez des pratiques qui elles-mêmes
on va dire, un respect de la loi tout relatif. On se souvient d'un épisode, place de la Contrescarpe, de l'affaire Benalla, où on avait bien vu que la préfecture de police ne respectait pas la loi en matière de conservation des données. Donc il n'y a rien qui nous protège, c'est ce que vous nous dites. Non, vraiment pas. Mais est-ce qu'au final, les Français, ils ne sont pas un peu consentants dans cette histoire et qu'on a un peu sacrifié une part de notre liberté au profit de la sécurité? Parce qu'on voit que souvent, ces lois, elles sont prises dans des moments importants. Benjamin Franklin vous dirait que vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Mais très concrètement, oui, on a sacrifié énormément de liberté ces dernières années contre de la sécurité, c'est pas évident. Enfin, en tout cas, on a très clairement sacrifié beaucoup de liberté. Le retour en arrière n'est plus possible à ce stade. C'est un processus qui est enclenché aussi bien techniquement que légalement depuis plus de 10 ans. Et on a dans la culture française une très faible sensibilité à ces enjeux. Si vous allez de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, c'est quelque chose d'absolument critique parce que forcément, tous les Allemands ont souvenir de la Stasi et tous les Allemands peuvent très concrètement comprendre dans leur trip où tout ça va les mener. En France, on n'a pas trop cette peur, non? On n'a absolument pas ce souvenir. On va dire, assimiler ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale qui aurait pu nous servir d'une façon assez biaisée. Et aujourd'hui, ça n'est pas dans la culture française de se méfier de la surveillance, alors que c'est intrinsèquement dans la culture allemande. Ce qu'on peut espérer, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme mettra des barrières qui s'imposent à la France. Ça fait partie aussi bien fait de l'Europe qu'il y ait comme ça une juridiction supranationale. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur cette question, Fabrice Epelboin.